Un père célibataire voulait juste acheter un gâteau d'anniversaire à sa fille, mais ce qu'il a vu à la boulangerie allait changer leur vie pour toujours. Avant de commencer à regarder cette histoire émouvante et pleine d'amour, notez l'heure à laquelle vous la regardez dans les commentaires et abonnez-vous. Rejoignez notre famille qui s'agrandit. Si vous êtes prêts, commençons l'histoire de ce père et de sa fille. La ville expirait un souffle gris et froid qui embuait la fenêtre du petit appartement, s'accrochant à la vitre comme un fantôme de la pluie de novembre qui était tombée toute la nuit. À l'intérieur, le monde était une collection d'objets usés et doux. Un canapé défraîchi avec un creux permanent sur un côté, un tapis dont le motif s'était estompé pour ne laisser qu'une légère touche de couleur, et le ronronnement discret d'un réfrigérateur qui travaillait un peu trop dur pour le peu qu'il contenait. Marc se tenait devant l'évier, les mains plongées dans l'eau tiède, fixant une seule fissure dans une tasse à café comme si c'était la carte de sa propre vie. Ses jointures étaient marquées, les lignes sur ses paumes profondément gravées par les histoires de cloisons sèches, de tuyaux cassés et de bois éclatés. C'était un homme qui gagnait sa vie en réparant des trucs, mais il ne pouvait pas réparer la date sur le calendrier. Demain, sa fille Élise allait avoir 8 ans, et il avait exactement 43,16 $ à son nom. Ce chiffre lui semblait être un jugement, un échec qui résonnait doucement au fond de sa gorge. Il lui avait promis une journée spéciale. Il l'avait toujours fait, depuis que sa femme Anna leur avait été enlevée par une maladie qui avait évolué trop rapidement et coûté trop cher. Les promesses faites à Élise étaient la seule chose qui lui semblait réelle. Il avait promis d'être présent à chaque spectacle scolaire, même si cela signifiait perdre une après-midi de salaire. Il avait promis de lui lire 2 histoires chaque soir, même lorsque ses yeux brûlaient de fatigue. Et il lui avait promis un vrai gâteau d'anniversaire, comme ceux qu'on trouve en pâtisserie, avec des volutes de glaçage et peut-être même une fleur en sucre sur le dessus. Un souvenir vif et doux lui revint à l'esprit. Anna, riant dans cette même cuisine, une fleur sur la joue, tenant un cupcake bancal avec une seule bougie. « Ce n'est pas une question de perfection, Marc, » disait-elle. « C'est une question de présence. » Il était présent, mais les cadeaux ne payaient pas la facture en souffrance glissée derrière l'aimant sur le frigo. Il ne remplissait pas le réservoir d'essence du camion qui toussait chaque matin comme s'il essayait de se débarrasser d'un mauvais souvenir. Il ferma les yeux. L'odeur du liquide vaisselle et la porcelaine froide de l'évier le ramenaient à la réalité. Il pouvait y arriver. Il le devait. Un petit boulot dans une quincaillerie cet après-midi lui permettrait de payer le gâteau. À peine. Il trouverait un moyen. Il avait toujours trouvé, même si le chemin était de plus en plus étroit, la voie à suivre s'effritant un peu plus à chaque pas. Le bruit de petits pieds chaussés de chaussettes courait sur le linoléum derrière lui. Papa. La voix d'Élise était encore embrumée de sommeil, douce et pleine de cette confiance inconditionnelle qui était à la fois son ancrage et son fardeau le plus lourd. Il se retourna, chassant l'inquiétude de son visage et la remplaçant par le sourire qu'il réservait uniquement pour elle. « Bonjour, rayon de soleil, tu as faim ?» Elle enroula ses bras autour de sa taille, sa tête s'adaptant parfaitement à l'espace juste en dessous de ses côtes. « On peut aller voir la boulangerie aujourd'hui? Juste pour regarder ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée par sa chemise en flanelle usée. Il caressa ses cheveux, une tangle sauvage de boucles brunes qui sentait légèrement le shampoing à la fraise. « Bien sûr, ma puce, » dit-il d'une voix ferme, même si son cœur se serrait. « Bon, allons chercher le gâteau le plus spécial du monde. » Et tandis qu'il la serrait dans ses bras, il fit une autre promesse silencieuse, non pas à elle, mais à la mémoire de la femme qui lui avait appris à aimer si fort. Il ne laisserait pas sa fille ressentir le poids froid du monde. Pas demain. Demain, il y aura du gâteau. Le trajet jusqu'à la place de la ville lui parut plus long que d'habitude. Chaque pas était une négociation silencieuse avec le vent coupant de novembre. Marc tenait la main d'Élise, sa petite mitaine perdue dans sa main calleuse. La ville autour d'eux était une étude en gris et brun fatigué, avec ses bâtiments en briques humides, ses arbres squelettiques dont les dernières feuilles tenaces s'accrochaient aux branches nues, et ses trottoirs glissants, soulagés par la pluie. Marc gardait le regard fixe devant lui, mais il sentait la fatigue de la ville dans ses propres os. C'était un endroit aux toits rafistolés et aux rêves de seconde main, un endroit où survivre était considéré comme une victoire. Pourtant, alors qu'il tournait au coin de la rue principale, une pointe de chaleur et de lumière impossible transperça la morosité. C'était le Gilded Spoon, une boulangerie qui semblait appartenir à une autre époque, un autre monde. Sa grande baie vitrée brillait d'une douce lumière dorée, encadrant une vitrine de pâtisseries et de gâteaux qui ressemblaient moins à de la nourriture qu'à des œuvres d'art. L'enseigne au-dessus de la porte était élégante, peinte en bleu foncé et feuilles d'or, contrastant fortement avec la peinture écaillée et les auvents décolorés des vitrines voisines. Marc avait toujours évité cet endroit, sachant instinctivement qu'il était hors de portée de son budget. Mais Élise en parlait depuis des semaines. Ses descriptions étaient inspirées des murmures de ses camarades de classe
dont les parents n'avaient pas à choisir entre un gâteau d'anniversaire et une facture. Aujourd'hui, ils ne pouvaient pas dire non. Alors qu'ils s'approchaient, Élise accéléra le pas, son souffle formant de la buée dans l'air alors qu'elle pressait son nez contre la vitre froide. « Regarde, papa !» murmura-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. « C'est encore plus joli de près. » Marc sentit son estomac se nouer. Il sentait déjà le poids familier de l'inadéquation s'installer sur ses épaules. Un manteau qu'il portait si souvent qu'il commençait à lui donner l'impression d'être sa propre peau. Il prit une profonde inspiration, l'air froid lui piquant les poumons, et poussa la lourde porte en bois. Une petite clochette tinta doucement, un son délicat qui semblait les accueillir dans une réalité différente. L'air à l'intérieur était épais et chaud, saturé d'une odeur enivrante de beurre fondu, de sucre caramélisé et de quelque chose de riche et chocolaté qui lui mettait l'eau à la bouche. C'était un contraste saisissant, presque violent, avec le monde qu'il venait de quitter. Pendant un instant, Marc resta là, immobile, laissant la chaleur imprégner sa peau frissonnante, observant les yeux d'Élise danser à travers la pièce. Elle était un petit bateau dans un vaste océan doux, et il était le capitaine nerveux qui essayait de la guider à travers sans heurter les rochers de ses propres limites. Il savait que c'était une erreur. Chaque rosette parfaitement pipée, chaque tarte aux fruits scintillante, chaque miche de pain artisanale posée dans un panier en osier semblait murmurer un langage de luxe qu'il ne comprenait pas. Il était un homme de sueur et de mastic, de graisse et de grite. C'était un monde de sucre filé et de miettes délicates, et il se sentait comme un intrus dans un pays où il n'avait pas le droit de se rendre. Mais ensuite, il regardait Élise, la joie pure et sincère sur son visage, et il savait qu'il referait ce trajet 1000 fois, juste pour revoir ce regard. L'intérieur de la cuillère dorée était encore plus enchanteur que ce que la vitrine avait laissé entrevoir. Une douce musique instrumentale s'échappait de haut-parleurs invisibles et le bourdonnement sourd d'une vitrine réfrigérée était le seul autre bruit. Les sols étaient en bois foncé poli et les comptoirs étaient en marbre propre et frais qui semblait absorber la lumière. Derrière le comptoir principal, une femme arrangeait soigneusement un plateau de kissant. Ses mouvements étaient précis et sans précipitation. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, un sourire effleurant ses lèvres avant qu'elle ne se remette à sa tâche. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux bruns tirés en arrière en un chignon simple et élégant. Elle portait un tablier blanc uni sur un pull bleu foncé, et il y avait une trace de fleur sur sa joue dont elle ne semblait pas se rendre compte. Elle avait l'air d'être à sa place, mais aussi comme si elle ne l'était pas. Il y avait une certaine immobilité en elle, un calme serein qui ne correspondait pas tout à fait au charme rustique des tabliers et des paniers en osier. Élise, cependant, ne lui prêtait aucune attention. Son attention était complètement captée par la vitrine qui s'étendait sur toute la longueur du comptoir. C'était un véritable coffre au trésor rempli de confiseries. Il y avait des macarons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel empilés en pyramides bien ordonnées. Il y avait des éclairs nappés de chocolat noir, des tartes aux fruits scintillants sous un fin glaçage et des cupcakes recouverts d'un glaçage pastel. Le petit visage d'Élise était collé contre la vitrine, son souffle formant un petit cercle sur la surface. Marc se tenait à quelques mètres derrière elle, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée. Il sentait le poids de tous les regards, réels ou imaginaires. Il voyait les regards discrets de la femme derrière le comptoir, ses yeux passant rapidement de ses bottes de travail éraflées aux poignets effilochés de sa veste. Il n'imaginait pas ce jugement. Il l'avait ressenti 1000 fois auparavant. C'était le jugement silencieux des gens qui vivaient dans un monde où les vêtements usés étaient un choix, pas une nécessité. Il essaya d'orienter Élise vers des produits plus simples, des biscuits nature ou des muffins de la veille qui seraient peut-être plus indulgents pour son portefeuille. « Pourquoi pas un de ceux-là, ma petite ?» murmura-t-il en montrant un panier de scones. Mais Élise avait déjà avancé le long du comptoir, les yeux écarquillés, le regard fixe, comme attiré par un fil invisible. Elle était attirée par le fond du présentoir, par la pièce maîtresse, le joyau de la boulangerie. Marc la suivit, un sentiment de crainte lui nouant l'estomac. Il savait, avant même de le voir, qu'elle avait choisi la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui offrir. La femme derrière le comptoir avait enfin fini avec ses croissants et s'essuyait les mains sur son tablier. « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce et calme. Marc se contenta de secouer légèrement la tête, les yeux fixés sur sa fille, le cœur prêt à l'inévitable chute. Là, sur un piédestal surélevé sous un dôme de verre, se trouvait le gâteau. Ce n'était pas juste un gâteau, c'était un rêve de pâtisserie, un monument à 3 étages pour célébrer. La couche du bas était d'un blanc crémeux et moelleux, décoré de délicates dentelles faites à la main. Le milieu était d'un rose pâle avec de minuscules perles de sucre parsemant sa surface comme la rosée du matin. Et tout en haut, une cascade de sucre, de fleurs,
de rose, de paille et de minuscules myosotis bleus se déversaient sur un côté dans une cascade d'une beauté incroyable. C'était le genre de gâteau qu'il n'avait vu que dans les magazines, le genre de gâteau qui avait sa place dans un mariage ou un gala, pas sur la petite table de cuisine ébréchée d'un appartement au 2e étage. Élise le fixait, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans un silence respectueux. Elle n'avait même pas besoin de parler. Tout son être criait « celui-là ». Marc s'approcha, ses bottes émettant un léger bruit d'excuse sur le sol poli. Ses yeux cherchèrent l'étiquette de prix, une petite carte élégante discrètement posée à côté du socle. Il se pencha, plissant les yeux pour déchiffrer l'écriture fine et cursive. Les chiffres semblaient lui sauter aux yeux, nets et cruels. 125 $. Une vague de froid le parcourut, portant de ses tripes et se propageant jusqu'à le bout de ses doigts. 125 $. Ça aurait aussi bien pu être 1 million. C'était plus que ce qu'il avait payé pour leur course du mois. C'était la quote-part pour la dernière visite chez le médecin d'Élise qu'il continuait de rembourser par tranche de 10 $. C'était à des années-lumière des 4 316 $ qui se trouvaient actuellement dans son portefeuille. Il sentit une vague de chaleur lui monter au cou, une honte familière qui le brûlait et l'étouffait. Il voulait attraper la main d'Élise et sortir pour échapper à la prison chaude et odorante de son propre insuffisance. Mais il était figé, prisonnier du regard plein d'espoir de sa fille. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants comme des pièces de monnaie fraîchement frappées. « Papa » murmura-t-elle d'une voix respectueuse, « c'est un gâteau de princesse. » Il déglutit péniblement, les mots se coinçant dans sa gorge. Il se força à, mais il savait que ça n'atteignait pas ses yeux. Il sentait la femme derrière le comptoir les regarder, son regard, une pression silencieuse et lourde. Il n'osait pas la regarder. Il ne supportait pas de voir la pitié qu'il était sûr de lire dans ses yeux. Le silence dans la boutique était épais et écœurant comme le glaçage sur les gâteaux. La musique douce semblait s'estomper, et tout ce qu'il entendait étaient les battements frénétiques et désespérés de son propre cœur. Il avait échoué. C'était aussi simple que ça. Il avait amené sa fille dans un endroit de rêve et était sur le point de lui montrer que certains rêves n'étaient pas pour eux. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur d'Élise, le denim rugueux de son jean appuyant contre le sol froid et propre. Il posa ses mains sur ses petites épaules, essayant de se ancrer dans la réalité solide qu'elle représentait. « C'est un gâteau de princesse, ma chérie, » dit-il d'une voix basse et douce. « C'est le plus beau que j'ai jamais vu. » Il vit l'espoir s'allumer dans ses yeux, et cela lui fit l'effet d'une nouvelle blessure. Mais il commença, et le mot resta suspendu dans l'air entre eux, comme une petite lame acérée. « Je pense que celui-là est pour une très très grande fête. Peut-être un mariage. Tu vois comme il est haut ?» Il essaya de paraître décontracté, raisonnable, comme s'il s'agissait d'une simple question de logistique et non d'une défaite écrasante. Le visage d'Élise s'assombrit, la lumière dans ses yeux s'éteignit presque instantanément. Elle ne fit pas la moue et ne pleura pas, ce qui était en quelque sorte pire. Elle absorba simplement sa déception, ses petites épaules s'affaissant, alors qu'elle regardait à nouveau le gâteau. « Oh » dit-elle, cette seule syllabe portant le poids de 1000 souhaits inexprimés. « Mais il a des fleurs bleues comme celles que maman a plantées dans la jardinière. » Ces mots furent un coup de poing dans le ventre, inattendu et précis. Il avait oublié les myosotis, ces petites fleurs bleues qu'Anna aimait tant. Il ferma les yeux pendant une fraction de seconde, submergé par une vague de chagrin et d'échec. Bien sûr, Élise avait remarqué. Elle remarquait tout. Il passa une main sur son visage, sur la barbe naissante de sa mâchoire, se grattant la paume calleuse. « Je sais bien, ma chérie. Et si on regardait les cupcakes? On pourrait prendre une boîte entière, de toutes les couleurs. » Il suppliait, et il détestait le son de sa propre voix. Derrière le comptoir, Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait observé toute la scène, les mains immobiles, le souffle coupé. Elle avait vu ce tableau 100 fois dans ses autres établissements plus chics. La tension silencieuse entre le désir et les moyens. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un client qui voulait un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il s'agissait d'un père qui essayait de protéger son enfant d'un monde qui mesurait la valeur des gens en dollars et en centimes. Elle vit ses épaules, larges et fortes à force de travail physique, se courber vers l'intérieur comme pour protéger sa fille du choc. Elle voyait l'amour brut et sans réserve dans ses yeux et la fierté farouche et désespérée qui l'empêchait de simplement demander de l'aide. Cela lui rappelait quelque chose de lointain, un souvenir de son enfance, de son grand-père, celui qui avait en fait fondé tout cet empire avec un simple four à pain et un rêve. Il disait souvent qu'une boulangerie ne servait pas à vendre du pain. Elle servait à nourrir les âmes. Elle n'y avait pas pensé depuis des années. Elle avait été tellement absorbée par les marges bénéficiaires, l'expansion de la marque et les parts de marché, qu'elle avait oublié la vérité élémentaire sur ce qu'était censé être cet endroit. Cet homme, avec sa veste usée et ses yeux brisés, le lui rappelait.
Camille bougea avant même d'avoir fini de former sa pensée. Elle essuya ses mains sur son tablier, un geste nerveux et habituel, et sortit de derrière le comptoir. Ses chaussures faisaient un léger cliquetis sur le sol, et Marc leva les yeux, surpris, l'expression immédiatement sur ses lèvres. Elle essuya ses mains sur son tablier, un geste nerveux et habituel, et sortit de derrière le comptoir. Elle essuya ses mains sur son tablier, un geste nerveux et habituel, et sortit de derrière le comptoir. Ses chaussures firent un léger cliquetis sur le sol, et Marc leva les yeux surpris, l'expression immédiatement sur ses lèvres. « Excuse-moi », dit-elle, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ne le regardait pas directement. Au lieu de ça, elle fixa son regard sur le gâteau, l'air pensif, presque critique. « Tu sais », commença-t-elle en tapotant du doigt le couvercle en verre comme si elle l'inspectait. « J'allais justement le mettre de côté. » Marc fronça les sourcils, perplexe. « C'est un modèle d'exposition que nous avons fait pour une séance photo la semaine dernière. Il est resté un peu trop longtemps en vitrine pour être vendu au prix fort. » Elle mentait. Le gâteau était parfaitement frais, cuit ce matin même. Le mensonge lui semblait maladroit et étranger, mais elle continua, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas tout à fait. On ne peut pas le vendre, et ce serait dommage de le jeter. Elle osa enfin le regarder. Ses yeux étaient plissés, un mélange de suspicion et d'espoir désespéré qu'il essayait d'éteindre. Elle devait rendre cela crédible. « Mon patron serait furieux s'il savait, mais que diriez-vous de ça ? Je peux vous le donner pour, disons, 20 $, juste pour couvrir le coût des ingrédients. Comme ça ne paraîtra pas comme une perte totale dans les comptes. 20 $. Marc la fixa, l'esprit en ébullition. C'était encore un peu tiré par les cheveux, mais c'était possible. C'était le boulot de quincaillerie. Ça voulait dire pas d'essence pour le camion avant la semaine prochaine, et ça voulait dire que le dîner serait des pâtes sans sauce, mais c'était possible. Élise, qui avait écouté les yeux grands ouverts, sans cligner des paupières, eut le souffle coupé. Son regard passa de Camille à son père, son visage exprimant une supplication pure et sans filtre. Marc regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis celui de Camille, soigneusement neutre. C'était un homme qui savait repérer un mensonge. Il le voyait dans la façon dont elle évitait son regard, dans le léger tremblement de sa main lorsqu'elle faisait un geste vers le gâteau. C'était de la charité déguisée sous un mince voile. Sa fierté, obstinée et colérique, se réveilla. Il devait dire non. Il devait la remercier pour son offre et partir la tête haute. Mais il regarda à nouveau Élise. Il vit les fleurs en sucre se refléter dans ses yeux. Le fantôme du souvenir de sa mère s'accrochait aux minuscules pétales bleus. Et à ce moment-là, il sut que sa fierté était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas aujourd'hui. Il fouilla dans sa poche et sortit son portefeuille. Il déplia le cuir usé et compta 2 billets de 10 $ froissés et un billet de 5 $. Il n'avait pas de billet de 20 $. Il avait 25 $. Il tendit l'argent à Élise. « Ça ira ?» demanda-t-il d'une voix rauque. La transaction lui semblait lourde, chargée de mots non dits. Lorsque les doigts rugueux et calleux de Marc remirent les billets froissés, ils effleurèrent ceux, lisses et manucurés, de Camille. Le contraste était saisissant, témoignage silencieux des deux mondes différents qui s'affrontaient dans ce petit moment de calme. Il lui avait donné tout l'argent qu'il avait prévu de dépenser, plus les 5 $ qu'il avait mis de côté pour l'essence. Camille prit l'argent, la main légèrement tremblante. Elle ne voulait pas le prendre. Elle voulait refuser, lui dire de le garder, mais elle savait que ça briserait la fragile illusion qu'elle avait créée. Ça transformerait son geste de gentillesse en un acte de pitié, et elle pouvait voir dans ses yeux que sa dignité était la dernière chose qu'il lui restait à protéger. « Oui », dit-elle, d'une voix un peu trop faible. « C'est parfait. Merci. » Elle se détourna rapidement, se dirigea vers la caisse et tape les chiffres avec une lenteur délibérée et concentrée. Elle avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Le poids de son sacrifice, si petit et pourtant si immense, s'installa dans sa poitrine. Elle avait des cadres qui se disputaient des primes à 7 chiffres, des amis qui ne voyaient aucun mal à dépenser des milliers de dollars pour une bouteille de vin. Et cet homme venait de lui donner ses derniers 25 $ pour un gâteau, pas pour lui, mais pour la lumière dans les yeux de sa fille. Le tiroir caisse s'ouvrit avec un léger tintement électronique. Elle y glissa les billets et imprima un reçu, qu'elle plia soigneusement avant de le lui remettre. Il le prit et le glissa dans son portefeuille vide sans le regarder. Pendant ce temps, Élise était pratiquement en train de vibrer d'excitation. Elle sautillait sur la pointe des pieds, les yeux fixés sur le magnifique gâteau que Camille soulevait délicatement du dôme en verre et s'apprêtait à emballer. La boîte elle-même était une œuvre d'art, solide et blanche, avec le logo doré de la boulangerie en relief sur le dessus. « Je peux le porter ?» demanda Élise, la voix pleine d'une révérence pleine d'espoir. Marc esquissa un petit sourire. « Je pense que c'est un boulot pour deux, petite, mais tu peux t'assurer que je ne le fasse pas tomber. »
Camille fixa le couvercle et tendit la lourde boîte à Marc. « Joyeux anniversaire à votre fille », dit-elle, et pour la première fois, elle croisa son regard directement. Ses yeux étaient sombres et profonds, et il y vit quelque chose qui n'était pas de la pitié. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à du respect, voire à de l'envie. Il se contenta d'acquiescer, incapable de trouver les mots justes. « Merci », répéta-t-il, ces mots lui semblant insuffisants pour exprimer l'importance de ce qui venait de se passer. Il me prit la main et, ensemble, nous nous dirigeâmes vers la porte, emportant notre trésor. La petite clochette sonna pour signaler notre départ, son tintement résonnant dans la boutique désormais silencieuse. Camille resta figée derrière le comptoir, les regardant s'éloigner jusqu'à ce que la porte se referme, la laissant seule avec l'odeur persistante du sucre et la profonde douleur d'une vie qu'elle n'avait jamais connue. Lorsque Marc et Élise reparurent dans le froid, la grisaille du monde semblait moins oppressante. Le vent mordait toujours leurs joues, mais le poids de la boîte à gâteaux dans les bras de Marc était une présence chaleureuse et solide, un morceau de joie tangible. Élise sautillait à côté de lui, sa petite main à nouveau blottie dans la sienne, son bavardage formant un joyeux torrent qui coulait autour de lui. Il faut le montrer à Madame Gable, notre voisine. Et il faut le cacher pour que ce soit une surprise pour demain matin. On peut le manger au petit déjeuner, papa? Juste une toute petite part. Marc se surprit à sourire. Un vrai sourire cette fois. Un sourire qui plissait le coin de ses yeux. On verra, mon grand, on verra bien. La honte qu'il avait ressentie dans la boulangerie n'avait pas complètement disparu, mais elle avait diminué, repoussée par la force du bonheur de sa fille. Il savait qu'il avait accepté un cadeau, un mensonge gentil, de la part d'un inconnu. Mais en regardant Élise, qui inspectait maintenant avec soin le logo doré sur la boîte comme s'il s'agissait d'un blason royal, il savait qu'il ferait le même choix. Sa fierté était un petit prix à payer pour sa joie. De retour à la boulangerie, Camille restait immobile, la main posée sur le marbre froid du comptoir. La chaleur de leur présence flottait dans l'air, contrastant fortement avec le silence soudain qui résonnait. La boutique, qui quelques instants auparavant semblait être un sanctuaire de douceur et de lumière, paraissait maintenant vide et caverneuse. Elle se dirigea lentement vers la vitrine, jetant un coup d'œil à travers l'élégante écriture du nom du magasin. Elle regarda l'homme et sa fille s'éloigner dans la rue, la grande boîte blanche soigneusement tenue entre eux. Elle le vit changer sa prise pour protéger la boîte d'une rafale de vent, son corps se courbant instinctivement autour d'elle, la protégeant. Une profonde douleur inconnue s'installa dans la poitrine de Camille. Elle avait tout. Un portefeuille d'entreprise prospère, un appartement terrasse avec une vue à couper le souffle, une vie organisée à la perfection. Elle avait des équipes de personnes pour gérer chaque détail, de ses investissements à sa garde-robe. Sa vie était une forteresse de richesse et d'efficacité. Mais elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ressenti la joie simple et sans artifice qu'elle venait de voir dans les yeux de cette petite fille. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée avec l'amour féroce et protecteur qu'elle avait vu dans le regard homme. Ses relations étaient transactionnelles, ses amitiés stratégiques. Les gens voulaient quelque chose d'elle, son argent, son influence, son nom. Personne n'avait jamais voulu d'elle pour elle-même. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite carte pliée, l'étiquette originale du gâteau, 125, elle fixa le chiffre. Puis, lentement, délibérément, elle le déchira en petits morceaux et les laissa tomber dans la poubelle derrière le comptoir. Ce n'était qu'un chiffre. Cela ne signifiait rien. Ce qui s'était passé dans sa boutique aujourd'hui, cet échange silencieux de dignité contre de la joie, lui semblait plus précieux que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Le lendemain matin, l'appartement était baigné d'une lumière qui n'avait rien à voir avec le soleil, qui était toujours caché derrière une épaisse couverture de nuages. La lueur provenait des 8 petites bougies qui scintillaient sur le magnifique gâteau qui trônait au centre de leur petite table de cuisine comme une reine en visite. Élise était assise, les mains jointes sous le menton, les yeux grands ouverts et brillants à la lueur des bougies, une couronne d'anniversaire faite à la main avec du papier cartonné et des paillettes légèrement de travers sur la tête. « Fais un vœu, ma chérie », l'exhorta Marc, la voix étouffée par une émotion qu'il ne pouvait nommer. C'était plus que de l'amour. C'était une profonde gratitude, une gratitude profonde qu'un moment aussi parfait puisse exister dans une vie si pleine d'imperfections. Élise ferma les yeux. Son petit visage se crispa dans un effort de concentration pendant un long moment avant qu'elle ne se penche en avant et souffle. Les 8 bougies s'éteignirent d'un seul souffle, laissant derrière elles de minuscules traînées de fumée qui s'enroulaient dans l'air. « J'espère que la dame de la boulangerie sera heureuse aussi », dit-elle d'une voix pleine de la sincérité d'une enfant de 7 ans. Marc sentit son souffle se couper. Il avait été tellement absorbé par ses propres sentiments de fierté et d'insuffisance qu'il n'avait pas pleinement pris en considération la femme qui avait rendu ce moment possible. Il avait vu son geste de gentillesse comme une solution à son problème,
un baume temporaire sur sa dignité blessée. Il n'avait pas vu en cela un geste qui avait peut-être coûté quelque chose à la dame, pas de l'argent, mais une partie de son sang-froid soigneusement construit. Il coupa une part du gâteau, le couteau s'enfonçant facilement dans les couches moelleuses de génoise et de crème au beurre. L'intérieur était un délicat tourbillon de vanille et de framboise, et l'odeur était divine. Il déposa une généreuse part sur une assiette devant Élise, qui s'est jetée dessus avec une fourchette en plastique, les yeux fermés de bonheur dès la première bouchée. « Ça a le goût d'un nuage, papa », a-t-elle marmonné, la bouche pleine de glaçage. Marc a pris une petite bouchée lui-même, et elle avait raison. C'était léger, aérien et incroyablement délicieux. C'était le goût d'une vie qu'il n'avait pas vécue, un monde d'ingrédients raffinés et de savoir-faire. Mais en regardant sa fille dévorer sa part, le visage s'illuminant à chaque bouchée, le gâteau avait un autre goût. Il avait le goût de l'espoir. Il avait le goût de la gentillesse inattendue d'une inconnue, d'un moment de grâce dans un monde qui en offrait si rarement. Et il se surprit à penser à la femme de la boulangerie, se demandant quelle était sa vie, quelle peine ou quel secret elle cachait derrière ce sourire calme et posé. Il se demanda si elle savait que son simple geste de gentillesse, et il s'est surpris à penser à la femme de la boulangerie, se demandant quelle était sa vie, quelle peine ou quel secret elle cachait derrière ce sourire calme et posé. Il se demandait si elle savait que son simple geste de gentillesse leur avait donné plus qu'un simple gâteau. Il leur avait offert une matinée parfaite, un souvenir qui resterait gravé dans leur mémoire longtemps après que le sucre se soit dissipé. Camille ne pouvait pas les sortir de sa tête. Elle passa la matinée à enchaîner les conférences téléphoniques depuis le bureau minimaliste aux cloisons de verre qu'elle avait dans l'appartement au-dessus de la boulangerie. Elle discuta des rapports trimestriels de son entreprise de distribution de produits gastronomiques, approuva une campagne marketing de plusieurs millions de dollars pour une nouvelle gamme de cafés biologiques et répondit à un appel de son gestionnaire de fortune. Elle a discuté des rapports financiers trimestriels de son entreprise de distribution de produits gastronomiques, approuvé une campagne marketing de plusieurs millions de dollars pour une nouvelle gamme de cafés biologiques et répondu à un appel de son gestionnaire de fortune au sujet d'une nouvelle opportunité d'investissement dans les biotechnologies. Elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Elle a pris toutes les bonnes décisions. Sa voix était l'incarnation même du calme et de l'autorité professionnelle. Mais son esprit était ailleurs. Il était dans le souvenir du visage d'une petite fille pressée contre la vitre, dans le toucher des billets froissés dans sa main, dans la fierté brute et prudente d'un père qui refusait d'être brisé. Après ces appels, elle s'est retrouvée à errer dans la boulangerie. Son personnel, une petite équipe de boulangers et d'employés de comptoir, s'affairait autour d'elle avec un respect différencié et bien rodé. Il la connaissait sous le nom de Miss Vance, la propriétaire discrète et exigeante qui venait parfois demander conseil sur de nouvelles recettes, mais qui gère Camille Vance Ashworth, et que la cuillère en or n'était qu'un petit souvenir sentimental d'un vaste empire culinaire dont elle avait hérité. C'était la première boutique de son grand-père, et elle l'avait gardée exactement comme il l'avait laissée, un petit lien tangible avec la seule personne de sa famille qui lui ait jamais semblé réelle. Elle se tenait derrière le comptoir, le regard fixé sur la vitrine, à moitié espérant, à moitié craignant de les voir repasser devant. Elle ressentait une étrange énergie agitée, une insatisfaction vis-à-vis du monde immaculé et ordonné qu'elle s'était construit. La rencontre de la veille avait brisé quelque chose en elle, une fissure dans la façade de son propre contentement. Cela lui avait rappelé une vérité qu'elle avait oubliée depuis longtemps, à savoir que les choses les plus précieuses dans la vie n'étaient pas celles que l'on pouvait acheter. Elle se souvenait du logo défraîchi sur le Chiquita simple cercle avec les mots « Mark's Handyman Services » et un numéro de téléphone. Il avait été cousu, pas imprimé, les fils légèrement effilochés sur les bords. Sur un coup de tête, elle remonta dans son bureau, le cœur battant un peu plus vite. Elle s'assit à son bureau épuré et vide et tapa le nom de l'entreprise dans la barre de recherche de son ordinateur. Il n'y avait pas de site web, pas de présence sur les réseaux sociaux, juste une seule entrée dans un annuaire en ligne avec un numéro de téléphone et une description en une ligne. Pas de travail trop petit, travail honnête, prix équitable. Ces mots résonnaient en elle. Elle prit son téléphone, le pouce suspendu au-dessus des chiffres. Qu'est-ce qu'elle faisait? Que dirait-elle? C'était fou, c'était impulsif. C'était une violation du contrat tacite de leur brève rencontre anonyme. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Elle compose le numéro avant de pouvoir se raisonner. Marc était sur une échelle en train de réparer une partie de cloison sèche dans une salle de bain exiguë lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Il l'ignora dans un premier temps. Il essayait de finir rapidement. Le propriétaire lui avait promis une prime en cash s'il terminait avant midi, et cet argent était déjà mentalement alloué à la facture d'électricité. Mais le téléphone vibra à nouveau, avec insistance.
Avec un soupir, il descendit de l'échelle, essuya ses mains poussiéreuses sur son jean et sortit son téléphone. Un numéro inconnu. Il faillit laisser le répondeur prendre le relais, mais son instinct le poussa à répondre. Marc à l'appareil. « Bonjour, c'est bien le service de bricolage de Marc ?» La voix était douce, mélodieuse et étrangement familière. Il lui fallut une seconde pour la reconnaître, et lorsqu'il y parvint, son estomac fit un lent et étrange bouleversement. C'était elle, la boulangère. « Oui, c'est bien lui, » dit-il, sa voix un peu plus rauque que d'habitude. « Comment puis-je vous aider ? Cela va peut-être vous paraître étrange, » commença-t-elle, et il perçut une hésitation nerveuse dans sa voix. « Je suis propriétaire de la boulangerie, le Gilded Spoon, et nous avons une planche qui bouge près de l'entrée arrière. Cela devient un peu dangereux. Je me demandais si vous auriez le temps de jeter un œil. Une planche qui bouge ?» Marc fronça les sourcils en s'appuyant contre le mur. Il savait pertinemment que le plancher de cette boulangerie était en chêne massif ancien. Le genre de plancher qui ne se détache pas comme ça. Il était bon bricoleur, mais il était encore meilleur pour juger les gens et les situations. Quelque chose clochait, c'était trop coïncidentiel. « Je suis en plein boulot, » dit-il d'un ton professionnel et prudent. « Je pourrais probablement passer en fin d'après-midi, quand j'aurai fini. »« Ce serait formidable, » dit-elle, avec un soulagement évident dans la voix. « Nous fermons à 18 h, donc le magasin sera vide. Ce sera peut-être plus facile pour vous de travailler à ce moment-là. » Il accepta. Ils fixèrent une heure et raccrochèrent. Marc resta là un long moment, le téléphone toujours à la main, sans question se bousculant dans sa tête. Pourquoi l'avait-elle appelé? Il y avait une douzaine d'autres entreprises de construction plus importantes et mieux établies en ville. Pourquoi choisir le type à la veste élimée et aux 25 $ pour un gâteau? Il sentit son ancienne fierté remonter à la surface. Était-ce une autre forme de charité? Un moyen de lui donner du boulot pour lui glisser de l'argent sous prétexte de réparation? Cette pensée a gâché la gratitude qu'il avait ressentie auparavant. Il ne voulait pas de sa pitié. Il ne voulait pas être son projet. Il a failli rappel pour annuler et lui dire de trouver quelqu'un d'autre. Mais il s'est alors souvenu du regard qu'elle lui avait lancé lorsqu'elle avait pris son argent. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas vraiment à comprendre. Et malgré son bon sens, malgré les signaux d'alarme qui sonnaient dans sa tête, il était curieux. Il voulait savoir ce que c'était. Il remit donc son téléphone dans sa poche, remonta à l'échelle et termina son boulot, avec une concentration renouvelée, presque désespérée. La boulangerie était différente une fois la nuit tombée. La lueur dorée et chaleureuse qui inondait la rue pendant la journée avait disparu, remplacée par la lumière douce et fonctionnelle de quelques lampes suspendues. Les odeurs sucrées de la journée s'étaient estompées, laissant place à l'odeur propre et levée du pain en train de refroidir et des sols récines. Quand Marc frappa à la porte arrière à 18h30 précise, elle ouvrit immédiatement, comme si elle l'attendait là. Elle avait retiré son tablier et son pull et portait maintenant une robe simple de couleur sombre, à la fois élégante et discrète. Ses cheveux étaient toujours relevés, mais quelques mèches encadraient son visage, adoucissant ses traits. « Salut » dit-elle avec un sourire un peu hésitant. « Merci d'être venu. »« Pas de problème » répondit-il en entrant avec sa boîte à outils. Le poids familier de celle-ci dans sa main était réconfortant, un morceau de son propre monde dans ce territoire étranger. « Où est cette planche qui bouge ?» Elle le conduisit à l'arrière, près du débarras. « Juste là » dit-elle en montrant un endroit sur le sol. Marc s'agenouilla et passa sa main sur le chêne poli. Il était solide comme un roc. Il appuya fermement, puis frappa sur le bois, écoutant le son. Il n'y avait rien. Aucun mouvement, aucun grincement, aucun signe de lâche. Il leva les yeux vers elle, un sourcil levé. Elle avait les bras croisés et évitait son regard, fixant un point sur le mur juste au-dessus de sa tête. « Ça ne me semble pas lâche », dit-il d'une voix neutre. Elle laissa échapper un petit souffle nerveux. Bon, c'était peut-être juste un grincement, ça semblait lâche. Il se leva, s'essuyant les mains sur son jean. « Je peux soulever la planche si tu veux. Vérifie le plancher, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un problème ici. » Il attendit, laissant le silence s'étirer. Il n'allait pas lui faciliter la tâche. Il n'allait pas jouer le jeu, quel qu'il soit. Finalement, elle croisa son regard et il vit une rougeur monter à ses joues. « D'accord », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Il n'y a pas de planche qui bouge. » Marc se contenta d'acquiescer, le visage impassible. « C'est ce que je pensais. Je suis désolé. » dit-elle en baissant les yeux vers le sol. « Je voulais juste te remercier comme il faut pour l'autre jour, pour avoir acheté le gâteau. Mon personnel m'a dit combien tu avais payé, et je sais que c'était plus que ce que je t'avais demandé. C'était le prix du gâteau, dit-il d'une voix ferme. Et ma fille a passé le plus beau anniversaire de sa vie. Donc, on est quitte. Non, on n'est pas quitte, insista-t-elle en levant à nouveau les yeux. Je t'ai menti, et je voulais le faire. Je ne sais pas, je voulais réparer mon erreur.
Il l'observa longuement, cette femme aux contradictions étranges et discrètes. Elle était une menteuse épouvantable, mais elle semblait attacher de l'importance à l'honnêteté. Elle possédait une maison d'un luxe incroyable, mais s'inquiétait pour une transaction de 25 $. Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça, dit-il en désignant la boulangerie vide. Un coup de fil aurait suffi. Je sais, dit-elle, mais je voulais vous revoir. Les mots étaient simples, sans fioriture, mais ils résonnèrent dans la pièce silencieuse avec la force d'une révélation. La confession flottait dans l'air entre eux, fragile et inattendue. Marc ne savait pas quoi en faire. C'était un homme qui s'occupait de choses tangibles avec du plâtre et du fil de fer. Il comprenait la logique d'un niveau et la certitude d'un clou bien enfoncé. Le monde abstrait et compliqué des émotions humaines était un territoire qu'il avait appris à naviguer avec une extrême prudence. Il s'appuya contre le mur, croisant les bras sur sa poitrine. C'était une posture défensive, une barrière physique contre la vulnérabilité qu'elle lui offrait. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Un seul mot, direct et brutal. Camille sembla décontenancée par sa franchise, mais elle ne recula pas. « Parce que » commença-t-elle, puis elle hésita, comme si elle cherchait une vérité qu'elle n'avait pas encore exprimée, même à elle-même. « À cause de la façon dont tu es avec ta fille, parce que tu as une gentillesse qui ne demande rien en retour. Je n'ai pas vu ça depuis très longtemps. » Son honnêteté était désarmante. Elle ébranla le mur de son scepticisme. Il se surprit à vouloir la croire, et cela l'effraya plus que son mensonge. « Écoute, » dit-il d'une voix légèrement plus douce, « j'apprécie ce que tu as fait. Tu as rendu ma fille heureuse, mais je ne cherche pas à vivre ça. J'ai déjà assez de soucis comme ça. » À ce moment-là, une petite silhouette apparut à l'entrée du magasin principal, se frottant les yeux d'un air endormi. C'était Élise. Elle s'était endormie dans le camion et Marc, ne voulant pas la laisser seule, l'avait portée à l'intérieur et l'avait installée avec une couverture et un oreiller sur un banc à l'avant. « Papa !» marmonna-t-elle, la voix encore endormie. « J'ai soif. » Ses yeux, encore embrumés, se posèrent sur Camille et un lent sourire se dessina sur son visage. « Salut, la dame de la boulangerie. » L'expression de Camille s'adoucit. La tension dans ses épaules se relâcha et elle s'agenouilla, adoptant instantanément une posture ouverte et douce. « Salut, grande dormeuse, je crois que je peux t'aider avec ça. » Elle conduisit Élise vers un petit refroidisseur d'eau dans le coin et remplit un gobelet en papier pour elle. Pendant qu'Élise buvait, elle observa Camille avec la curiosité franche et déconcertante d'un enfant. « Tes cheveux sont jolis, dit Élise, mais tu as l'air triste. » Camille cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle eut un petit rire forcé. « Oh, je ne suis pas triste, juste un peu fatiguée. »« Mon papa est fatigué aussi, » dit Élise en hochant la tête sagement. « Mais il dit que je suis son rayon de soleil. Tu as peut-être besoin d'un rayon de soleil. » Elle tendit la main et tapota le bras de Camille avec sa petite main collante. Marc observait la scène depuis le fond de la pièce, le cœur serré. Élise avait le don de couper court au bruit, de trouver la vérité simple et sans phare d'une situation. À ce moment-là, Camille n'était pas une femme mystérieuse et riche avec des intentions cachées. C'était juste une personne qui avait l'air triste, et sa fille, avec sa sagesse infinie et innocente, essayait d'arranger les choses. Il vit les yeux de Camille briller pendant une seconde avant qu'elle ne cligne des yeux. Elle se leva et se tourna vers lui, ayant repris son sang-froid, mais avec un regard plus doux qu'auparavant. « Elle est incroyable, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Marc, la voix un peu rauque. « Elle l'est. » Le mensonge au sujet du plancher était oublié. La gêne s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. Une fragile vérité s'était installée entre eux, négociée par la diplomatie innocente d'une fille de 7 ans. Comme Élise était maintenant bien réveillée, Marc se rendit compte qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Camille, semblant sentir sa réticence à reprendre la conversation là où elle l'avait laissée avec sa confession, changea de sujet. « J'allais justement fermer et aller manger un morceau, » dit-elle d'un ton délibérément désinvolte. « D'habitude, je prends à emporter au restaurant d'à côté. Je suppose que vous n'avez pas encore mangé ?» C'était une question simple, mais Marc savait qu'elle signifiait plus que cela. C'était une offre, un moyen de prolonger le moment sans pression. Il jeta un coup d'œil à Élise, qui explorait maintenant joyeusement les contours d'un grand saladier. Il aurait dû refuser, il aurait dû la remercier et ramener Élise à la maison pour leur maigre dîner composé de restes de pâtes. Mais l'idée de leur appartement froid et silencieux lui semblait soudain moins attrayante que la chaleur de cet endroit étrange et odorant. Et pour être honnête avec lui-même, il ne voulait pas partir non plus. « On ne l'a pas fait, » admit-il. « Mais tu n'es pas obligé. »« Je veux bien, » l'interrompit-elle d'une voix douce mais ferme. « Laisse-moi t'inviter à dîner pour te remercier, sans fausse réparation. » Il ne put s'empêcher de sourire. « D'accord, » dit-il, « mais je paye ma part. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais le regard qu'il lui lança l'en empêcha. C'était une question de fierté non négociable, et elle était assez intelligente pour le comprendre.
Elle se contenta d'acquiescer. Marché conclu. Ils s'assirent à l'une des petites tables rondes à l'avant du restaurant. Les lumières étaient tamisées, ce qui rendait l'endroit intime et isolé. Camille revint quelques minutes plus tard avec 2 grands sacs en papier provenant du restaurant. L'odeur des oignons grillés et des frites emplissait l'air. Le repas était simple. Des hamburgers, des frites et un milkshake pour Élise, qu'elle insista pour partager. C'était loin des pâtisseries raffinées qui ornaient habituellement ces tables, mais ça semblait parfait. Pendant qu'ils mangeaient, ils discutèrent. Ou plutôt, Élise parla sans interruption de son prof, de sa meilleure amie et d'une chenille particulièrement intéressante qu'elle avait trouvée au parc. Marc et Camille l'écoutaient, intervenant avec des questions, riant de ses reconstitutions dramatiques. Il observait Camille avec Élise. Elle ne lui parlait pas avec condescendance et n'utilisait pas le ton trop mielleux que certains adultes réservent aux enfants. Elle l'écoutait attentivement, la tête penchée, une véritable amusement dans les yeux. Elle posait des questions réfléchies et semblait vraiment intéressée par le monde d'Élise. Il apprit aussi des petites choses sur elle, qu'elle n'aimait pas les cornichons, qu'elle avait grandi dans une grande ville mais préférait le calme, qu'elle avait appris à cuisiner avec son grand-père. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait ici, à diriger une petite boulangerie de village alors qu'elle venait clairement d'ailleurs, et elle ne lui dit rien. Ils vivaient dans une bulle de politesse et de curiosité tacite, 2 personnes tournant l'une autour de l'autre, prudentes pour ne pas être attirées par la gravité de l'autre. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Marc sentit le nœud de sa propre défensive commencer à se desserrer juste un peu. Les restes de leur dîner étaient sur la table, des boîtes de frites vides, un milkshake à moitié plein et des serviettes en papier froissé. Le bavardage énergique d'Élise s'était enfin calmé, et elle dessinait maintenant tranquillement au dos d'un set de table en papier avec un crayon que Camille avait sorti d'un tiroir derrière le comptoir. Un silence confortable s'installa sur la table, seulement rompu par le doux grincement du crayon sur le papier et le faible bourdonnement des glacières. Marc but une gorgée d'eau, le regard errant dans le magasin sombre. C'était un endroit magnifique, méticuleusement entretenu. Chaque surface brillait, chaque détail était parfait. « Tu es doué pour ça », dit-il en montrant vaguement la pièce. « Gérer un endroit comme celui-ci. » Camille suivit son regard, un petit sourire presque triste effleurant ses lèvres. « C'est facile de rendre les choses belles à l'extérieur », dit-elle d'une voix douce et réfléchie. « Le plus dur, c'est de les rendre belles à l'intérieur. » Ces mots étaient lourds de sens et il savait qu'elle ne parlait pas seulement de la boulangerie. Il la regarda vraiment. Il vit les légères rides de fatigue autour de ses yeux que son sang-froid ne parvenait pas tout à fait à cacher. Il vit que ses mains, bien que parfaitement manucurées, n'étaient jamais tout à fait immobiles, jouant sans cesse avec une serviette ou le bord de sa manche. Elle était comme l'un de ces gâteaux parfaits, belles et impeccables en surface, mais avec quelque chose de complexe et peut-être même un peu brisé à l'intérieur. « Tu sembles bien connaître ça, dit-il, l'observation lui échappant avant qu'il puisse l'arrêter. Elle croisa son regard, et pendant un instant, le masque raffiné qu'elle portait glissa. Il vit un éclair de vulnérabilité brute, une lueur de douleur qu'elle cachait soigneusement. « Peut-être que oui, » murmura-t-elle. Le moment fut intense, une plongée soudaine et inattendue dans des eaux plus profondes. Avant que l'un ou l'autre ne puisse en dire plus, Élise brandit son dessin. C'était une image d'eux 3 assises à table. Elle s'était dessinée au milieu, un grand sourire aux lèvres. D'un côté, il y avait un bonhomme avec une barbe et un marteau, son père. De l'autre, une femme avec un chignon sophistiqué et un grand cœur scintillant sur sa robe. « Camille, c'est notre famille », annonça Élise fièrement. « Notre famille de boulangers. » L'air se figea. Le cœur de Marc s'est serré. Il a ouvert la bouche pour la corriger, pour lui expliquer gentiment. Mais Camille a parlé la première. Sa voix était rauque lorsqu'elle a dit « C'est la plus belle famille que j'ai jamais vue ». Elle a pris le dessin des mains d'Élise, qui tremblait légèrement, les yeux brillants de larmes. Marc a détourné le regard. Une tempête d'émotions contradictoires le agitait. Il ressentit un intense besoin protecteur de retirer sa fille, de l'empêcher de s'attacher à cette femme qui était une inconnue, un mystère. Mais il ressentait aussi une étrange attirance vers ce mystère, un désir de comprendre la tristesse dans ses yeux, de connaître l'histoire qu'elle ne racontait pas, et il se détestait pour cela. La soirée se termina dans un silence gêné. Marc insista pour nettoyer, rassemblant les déchets dans un seul sac, tandis que Camille rangeait soigneusement le dessin d'Élise sur une étagère derrière le comptoir, lui donnant une place d'honneur parmi les livres de recettes et les pots de pépites. Quand il fut temps de partir, la bulle de leur famille temporaire de boulanger éclata, et ils se retrouvèrent à nouveau 2 étrangers debout dans une boutique silencieuse, incertains des règles. « Merci pour le dîner », dit Marc, la main posée sur l'épaule d'Élise. Elle était à moitié endormie, appuyée lourdement contre lui.
Merci de nous avoir accueillis, répondit Camille d'une voix douce. Il se tenait à la porte arrière, l'air frais de la nuit contrastant fortement avec la chaleur à l'intérieur. Marc hésita, 1000 choses non dites suspendues entre eux. Il aurait dû partir, mais il se trouva incapable de bouger. Alors il dit, d'un ton plus désinvolte qu'il ne le ressentait, « Quelle est la vraie histoire? Tu n'es pas juste une boulangère de petite ville, n'est-ce pas ?» La question était directe, une violation flagrante de leur trêve tacite, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il avait besoin de savoir. Camille baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers lui. Son regard était à nouveau méfiant. « C'est compliqué, dit-elle. La réponse classique qui n'en était pas une. J'avais besoin de changer d'air. Cet endroit, c'était celui de mon grand-père. Ça m'aide à me sentir plus proche de lui. C'était une part de vérité, il le savait, mais pas toute l'histoire. Il hocha lentement la tête, acceptant ce petit geste pour ce qu'il était. Il savait ce que c'était que de s'accrocher à des lieux à cause des personnes qu'il vous rappelait. « Bon, » dit-il en déplaçant le poids d'Élise contre lui. « Bonne nuit, Camille. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Il l'avait lu sur une petite licence commerciale encadrée près de la caisse. Ça lui semblait étrange et intime sur sa langue, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement en entendant ce nom. « Bonne nuit, Marc, » murmura-t-elle. Il se retourna et sortit dans la nuit, Élise remuant dans ses bras. Il ne se retourna pas, mais il pouvait la sentir debout dans l'embrasure de la porte, les regardant partir. Alors qu'il rentrait chez lui en voiture à travers la ville endormie, le silence dans le camion était différent. Il n'était plus vide. Il était rempli de l'odeur des frites, du souvenir des rires et de la question sans réponse qui persistait. Qui était vraiment Camille? Et une petite partie traîtresse de lui savait avec une certitude qui le réjouissait et le terrifiait à la fois qu'il allait la revoir. Sa vie, qui avait été un chemin droit et étroit vers la survie, avait soudainement pris un tournant inattendu, et il n'avait aucune idée de l'endroit où cela le mènerait. Dans les jours qui suivirent, une étrange routine tacite commença à s'installer. Tout commença par un coup de fil de Camille au sujet d'une étagère bancale. Marc passa après le boulot, sa boîte à outils à la main, et conclut que l'étagère était parfaitement solide. Il la répara quand même, resserrant quelques vis qui n'en avaient pas besoin, tandis qu'elle restait à proximité, discutant de tout et de rien. Ils finirent par partager une tasse de café, assis à la même petite table, la conversation facile et naturelle. Quelques jours plus tard, c'était une lumière qui clignotait dans la chambre froide. Cette fois, il amena Élise avec lui. Et pendant qu'il remplaçait une ampoule en parfait état, Élise et Camille s'assirent dans un coin pour décorer des biscuits. De vieux biscuits avec des pépites et du glaçage coloré. Marc s'est retrouvé à rester plus longtemps que nécessaire, attiré par les rires faciles et le confortable silence qui s'était installé entre eux. Il était conscient, à un certain niveau, qu'il était manipulé. Ces petites réparations fantômes étaient des excuses douces et bien déguisées. Mais il s'est rendu compte que cela ne le dérangeait pas. Il s'est dit que ce n'était que du travail, un moyen de gagner quelques dollars supplémentaires dont il avait désespérément besoin. Mais il savait que c'était plus que ça. Il était attiré par sa force tranquille, sa tristesse cachée et la façon dont son apparence soignée semblait se fissurer un peu plus chaque fois qu'elle était avec lui et Élise. Il apprenait à connaître ses rythmes. Il a découvert qu'elle était méticuleuse et organisée dans son travail, mais maladroite et distraite dans sa vie personnelle. Il avait découvert qu'elle avait un sens de l'humour étonnamment pince sans rire qui ne se révélait que lorsqu'elle se sentait à l'aise. Et il avait découvert qu'elle était seule, d'une solitude profonde qu'elle essayait de cacher derrière son travail et son calme imperturbable. Elle apprenait à le connaître aussi. Elle voyait qu'il ne prenait jamais de raccourcis dans son travail, la fierté qu'il tirait à faire un travail bien fait, aussi petit soit-il. Elle voyait la douce patience dont il faisait preuve avec Élise, la façon dont il lui expliquait le monde en termes simples et honnêtes. Elle voyait l'inquiétude gravée dans les rides autour de ses yeux, le bourdonnement constant d'un homme qui portait un poids trop lourd à lui seul. Un après-midi, alors qu'il rangeait ses outils, elle l'arrêta. « Je sais que la lumière n'était pas vraiment cassée, » dit-elle d'une voix douce. Il s'est arrêté, mais ne s'est pas tourné vers elle. « Oui, » a-t-il répondu. « Je m'en doutais. Ça ne te dérange pas ?» Sa question trahissait une vulnérabilité sincère. « Que je continue à te demander de venir ici. » Il s'est finalement tourné vers elle, l'air sérieux. « Tant que tu me laisses t'envoyer une facture, » a-t-il dit. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. D'accord. C'était leur nouveau contrat. Un accord tacite qui leur permettait de continuer cette étrange et délicate danse faite de problèmes inventés et de liens réels. Il était le bricoleur et elle était la cliente. C'était un cadre simple et sûr qui leur permettait d'être proches l'un de l'autre sans avoir à nommer ce qui se passait réellement entre eux. Camille commença à trouver d'autres moyens d'être dans son orbite. De petits gestes anonymes de gentillesse qu'elle espérait qu'il ne relierait pas à elle. Un après-midi froid,
Marc et Élise étaient à la bibliothèque municipale, un rituel hebdomadaire qui répondait à la fois à l'amour des livres d'Élise et au chauffage gratuit et fiable de la bibliothèque. Marc aidait Élise à trouver un livre sur les dinosaures lorsqu'il a remarqué un flyer sur le tableau d'affichage. Il s'agissait d'une aide financière pour les petites entreprises, une nouvelle initiative locale offrant des subventions ponctuelles aux artisans indépendants de la région. La demande était simple, juste un nom, un numéro et une brève description de l'activité. Marc la regarda longuement, envahi par un mélange familier d'espoir et de scepticisme. Ce genre de choses n'était jamais destiné à des gens comme lui. C'était pour les entreprises avec des logos professionnels et des plans quinquennaux. Mais la date limite était aujourd'hui, et dans un élan désespéré, il remplissait le petit formulaire détachable et le déposait dans la boîte de soumission. Il ne savait pas que cette initiative locale était un fonds que Camille avait mis en place la semaine dernière par l'intermédiaire d'une société écran, canalisant une petite partie de son immense fortune vers un compte intraçable. Il ne savait pas que le seul nom figurant sur la liste du comité de sélection était le sien. Une semaine plus tard, un chèque de 5 000 $ est arrivé dans sa boîte aux lettres. C'était assez pour payer son loyer, régler ses factures et enfin réparer le moteur de son camion qui tout sautait. C'était une bouée de sauvetage, un miracle. Il a senti un poids qu'il portait depuis si longtemps s'enlever de ses épaules. Il avait oublié ce que c'était que de se tenir droit. Sa première pensée a été d'annoncer la nouvelle à Camille. Il s'est rendu à la boulangerie cet après-midi-là, le chèque non encaissé dans sa poche, un large sourire incontrôlable sur le visage. Il l'a trouvée à l'arrière, en train de préparer une grande quantité de pâtes, les manches retroussées jusqu'au coude. « Tu ne vas pas le croire », lui a-t-il dit en lui racontant l'histoire de la bourse. Il observa attentivement son visage pendant qu'il parlait, cherchant le moindre signe, la moindre lueur de reconnaissance. Mais elle était meilleure actrice qu'il ne l'avait pensé. Elle eut l'air surprise, puis ravie pour lui. « Marc, c'est incroyable », dit-elle avec un sourire sincère. « Tu le mérites plus que quiconque. » Sa performance fut impeccable. Elle posa toutes les bonnes questions, exprima toutes les émotions appropriées, et pourtant, lorsqu'il quitta la boulangerie ce jour-là, un petit doute persistant subsistait. C'était trop facile, c'était trop parfait. Et la seule personne qui connaissait la véritable ampleur de ses difficultés, la seule personne qui avait une raison de l'aider, était cette femme calme et mystérieuse qui ne cessait de lui trouver des choses à réparer. Cette pensée aurait dû le mettre en colère, mais au contraire, elle le rendait encore plus confus et plus attiré par elle que jamais. L'argent avait changé les choses, mais pas comme Marc s'y attendait. La pression écrasante avait disparu, remplacée par un sentiment de soulagement calme et constant. Il pouvait à nouveau respirer. Il a réparé son camion, payé ses factures et a même acheté à Élise une nouvelle paire de bottes d'hiver qui ne venaient pas d'une boutique d'occasion. Mais le mystère de la subvention le taraudait. Il ne pouvait pas se défaire de l'impression que Camille était derrière tout ça, et l'idée d'être le bénéficiaire involontaire de sa charité heurtait sa fierté. Il a commencé à prendre un peu de recul. Il s'arrêtait moins souvent à la boulangerie, prétextant être occupé par ses nouveaux boulots que, ironiquement, l'argent de la subvention lui avait permis d'accepter. Quand elle l'appelait pour un robinet qui fuyait dans les toilettes du personnel, il s'excusait et lui recommandait un autre plombier. Il essayait de rétablir une frontière pour se prouver, à lui-même et à elle, qu'il n'avait pas besoin de son aide. Il avait besoin de se débrouiller tout seul. Camille sentit immédiatement le changement. La camaraderie facile qu'ils avaient construite fut remplacée par une distance polie et professionnelle. Ses SMS étaient plus courts, ses excuses plausibles mais fermes. L'espace qu'elle avait si soigneusement sculpté pour eux se refermait, et elle ressentit une panique qu'elle n'avait pas anticipée. Elle voulait l'aider à alléger son fardeau sans blesser sa fierté. Mais en essayant d'être discrète, elle avait créé une nouvelle distance, un nouveau mur de méfiance. Elle a réalisé que son argent, le moyen même qu'elle avait utilisé pour essayer de se rapprocher de son univers, était désormais ce qui les éloignait l'un de l'autre. Un soir pluvieux, elle n'a plus supporté le silence. Elle se rendit en voiture à son immeuble, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'avait pas de plan. Elle savait juste qu'elle devait le voir. Elle le trouva dans le parking en train de décharger des outils de son camion. « Marc », dit-elle d'une voix faible, couverte par le bruit de la pluie. Il leva les yeux vers elle, l'air fatigué et sur ses gardes. « Camille, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on parle », dit-elle en s'approchant, les cheveux trempés par la pluie. « C'était toi, n'est-ce pas ? La subvention. » Sa question n'était pas une accusation, c'était un constat. Elle ne le nia pas. Elle se contenta d'acquiescer, la gorge serrée. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque. « Pourquoi tu ne pouvais pas simplement laisser tomber ? Pourquoi tu continues à essayer de réparer ma vie ? Parce que je tiens à toi, s'écria-t-elle, les mots sortant bruts et spontanés. Parce que je te vois souffrir et que j'ai les moyens de t'aider, et ça me tue de rester là sans rien faire. Est-ce que c'est si mal ?
Il la fixa, la pluie ruisselant sur son visage. « Ça l'est quand tu mens à ce sujet, dit-il doucement. Ça l'est quand tu me fais sentir comme un projet. Ma vie n'est peut-être pas grand-chose, Camille, mais c'est la mienne. J'ai pas besoin d'un riche bienfaiteur qui tire les ficelles dans l'ombre. » Ces mots la touchèrent en plein cœur, et elle tressaillit comme si elle avait été frappée. « Ce n'est pas ça, » murmura-t-elle. « Alors c'est quoi ?» demanda-t-il, la voix qui montait d'une frustration qu'il ne pouvait plus contenir. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Elle le regarda, les yeux remplis de larmes qui se mêlaient à la pluie. « Je ne sais pas, » dit-elle, la voix brisée. « Je sais juste que je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. » La vérité, crue et désordonnée, se trouvait entre eux sur le parking mouillé par la pluie. La colère de Marc, qui avait été un bouclier protecteur brûlant, commença à se calmer, remplacé par le poids froid et lourd de sa confession. Il avait voulu la vérité, et maintenant qu'il l'avait, il ne savait pas quoi en faire. Il la regarda vraiment, et ne vit pas une bienfaitrice puissante et manipulatrice, mais une femme qui semblait perdue, son sang-froid soigneusement construit balayé par la pluie et ses propres larmes. Il vit la même solitude qu'il avait aperçue dans la boulangerie, la même tristesse que sa fille avait soulignée avec une clarté innocente. Il poussa un long, lent soupir, l'air se transformant en buée devant lui. « On ne peut pas réparer les gens, Camille, » dit-il d'une voix plus douce, lasse. « Je sais, » murmura-t-elle en essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Je n'essaie pas de te réparer, Marc. Je crois que j'essayais de me réparer moi-même. » Il ne comprenait pas tout à fait ce qu'elle voulait dire, mais il comprenait ce sentiment. Il avait passé des années à essayer de colmater les brèches de sa propre vie, à essayer de construire un monde stable pour Élise à partir des décombres de son chagrin. Il savait ce que c'était que de se sentir brisé. « Allez, dit-il d'une voix rugueuse, tu vas être trempé. Allons à l'intérieur. » Il la conduisit dans l'escalier branlant qui menait à son appartement, le bruit de leurs chaussures mouillées résonnant dans le couloir silencieux. L'appartement dans lequel ils entrèrent était petit et encombré, mais il était chaud. Élise dormait sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine, le visage serein dans la faible lumière d'une seule lampe. Camille se tenait là, hésitante dans l'entrée, dégoulinant sur le paillasson usé, complètement déplacé, et pourtant comme si elle était exactement là où elle devait être. Marc prit une serviette dans la salle de bain et la lui tendit. Elle la prit, ses doigts effleurant les siens. Ce petit contact accidentel fut électrique, une décharge de conscience dans la pièce silencieuse. Elle s'essuya les cheveux, ses mouvements lents et hésitants. « Je suis désolé de t'avoir repoussé, » dit-il, rompant le silence. « Je ne sais pas accepter l'aide. Et je suis pas doué pour l'offrir non plus, » répondit-elle avec un sourire ironique et dépréciatif. Apparemment, il lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil bosselé dans le coin. « Assieds-toi, je te fais du thé. » Alors qu'il se déplaçait dans la petite cuisine pour remplir la bouilloire, il sentit la tension dans ses épaules commencer à se relâcher. La colère avait disparu, remplacée par une curiosité fragile et hésitante. Il ne lui faisait pas confiance, pas encore, mais il commençait à la comprendre. Et alors qu'il lui tendait une tasse de thé fumante, leurs regards se croisèrent au-dessus du bord, et un nouvel accord tacite se forma. Plus de mensonges, plus de jeu, juste ça. Juste deux personnes dans une pièce calme, essayant de comprendre comment naviguer dans l'espace confus et compliqué entre elles. L'article du journal local était censé être un article feel-good. Le Gilded Spoon, un avant-goût de la communauté, titrait-il. C'était un article léger et festif sur la boulangerie locale très appréciée et sa contribution à la ville, notamment la subvention pour les petites entreprises récemment mise en place. La journaliste, une jeune et ambitieuse journaliste nommée Claire Moreau, avait bien fait ses devoirs. Elle avait interviewé des clients satisfaits, le bénéficiaire reconnaissant de la subvention qui souhaitait rester anonyme, mais tout le monde en ville savait qu'il s'agissait de Marc et la charmante et modeste propriétaire Camille Vance. L'article était une lettre d'amour à l'esprit des petites villes, mais Claire Moreau avait un sentiment tenace. Camille Vance était trop soigné, trop sûr de lui pour être un boulanger de petite ville. La subvention, bien qu'enregistrée localement, avait un côté sophistiqué qui rappelait les grandes entreprises. Elle a donc continué à creuser. Ça ne lui a pas pris longtemps. Quelques recoupements de bases de données, une recherche sur les propriétaires de l'entreprise, et la vérité a éclaté. Vance était un nom soigneusement choisi pour remplacer une partie de son nom complet. The Gilded Spoon n'était pas une boutique indépendante. C'était le pilier sentimental d'Ashworth Culinary Enterprises, une multinationale valant plusieurs milliards de dollars. Et Camille Vance Ashworth n'était pas juste une boulangère. Elle était PDG, une titane de l'industrie qui avait fait la une de Forbes et Fortune, une femme qui avait mystérieusement disparu de la scène publique 6 mois auparavant. La suite de l'histoire a été publiée 2 jours plus tard, pas dans le journal local, mais dans un fil d'actualité nationale. La milliardaire Aéris se cachait à la vue de tous.
La vie secrète de la PDG Camille Vance Ashworth en tant que boulangère dans une petite ville. L'histoire a fait l'effet d'une bombe. Elle avait tous les ingrédients d'un récit médiatique parfait. Une femme mystérieuse et puissante, une ville charmante et sans histoire, et l'ébauche d'une romance avec un robuste bricoleur. L'article incluait une photo prise sur le vif de Marc quittant la boulangerie un après-midi, le sourire aux lèvres. Une autre photo prise à travers la vitrine montrait Camille et Élise en train de décorer des biscuits ensemble. Marc l'a découvert lorsque son téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, recevant des appels provenant de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il était sur un chantier, en train d'installer un nouvel évier de cuisine lorsqu'il a vu le titre d'une alerte info. Il a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Une PDG milliardaire. Ce n'était pas juste qu'elle était riche, c'était l'ampleur de sa richesse. Le fossé inimaginable entre leurs deux mondes. Chaque interaction, chaque geste aimable, chaque objet cassé prenait instantanément un autre sens. Ce n'était pas juste une femme qui aidait un homme, c'était une reine qui descendait de son château pour jouer avec les paysans. La honte qu'il avait ressentie à cause du gâteau n'était de rien comparée à l'humiliation brûlante qui l'envahissait maintenant. Il se sentait comme un imbécile, un pion dans un jeu dont il ne connaissait même pas les règles. Il avait été son projet favori, son passe-temps dans sa petite ville, et maintenant, le monde entier le regardait. Les conséquences ont été immédiates et accablantes. La petite ville tranquille de Ruisseau d'Harmonie est devenue le théâtre d'un cirque médiatique. Des camions satellites équipés de grandes antennes se sont garés dans la rue principale, leurs câbles serpentant sur les trottoirs. Des journalistes munis de micros et de caméras ont pris position devant la boulangerie. Ruisseau d'Harmonie est devenu le décor involontaire d'un cirque médiatique. Des camions satellites équipés de grandes antennes se sont garés sur la rue principale, leurs câbles serpentant sur les trottoirs. Des journalistes munis de micros et de caméras ont pris position devant la boulangerie, l'immeuble où habitait Marc et même l'école d'Élise. Ils étaient implacables, criant des questions, braquant leurs caméras sur son visage, transformant sa vie en spectacle. « Marc, quelle est votre relation avec mademoiselle Ashworth? Saviez-vous qu'elle était milliardaire? Qu'est-ce que ça fait d'être l'amant secret de l'une des femmes les plus puissantes du monde ?» Il les ignorait. La mâchoire serrée, le regard fixe, il érigea un mur de silence autour de lui, mais c'était une défense fragile contre l'assaut médiatique. Ses clients ont commencé à annuler ses contrats, ne voulant pas être mêlés à ce cirque. Les autres parents de l'école d'Élise le regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. Il n'était plus Marc le bricoleur. Il était le petit ami de la milliardaire, un personnage d'une histoire qu'il n'avait pas écrite. Élise était confuse et effrayée. Elle ne comprenait pas pourquoi des inconnus attendaient devant leur appartement, pourquoi elle ne pouvait pas jouer dans le parc sans que quelqu'un la prenne en photo. Elle s'accrochait à lui, sa confiance habituelle remplacée par une anxiété silencieuse et craintive. « Pourquoi sont-ils si en colère, papa ?» lui demanda-t-elle un soir, et il n'avait aucune réponse à lui donner. Camille était piégée. Elle n'avait pas quitté l'appartement au-dessus de la boulangerie depuis 3 jours. Les journalistes étaient constamment présents en bas. Son téléphone sonnait sans arrêt, avec des appels de son conseil d'administration, de son équipe de relations publiques, de sa famille dont elle était éloignée, tous exigeant une explication, une déclaration, une stratégie, mais elle les ignorait tous. La seule personne à qui elle voulait parler était Marc, et il ne répondait pas à son téléphone. Le monde réel fragile qu'elle avait commencé à construire avec lui avait été brisé, détruit par la force de son autre vie. Elle voulait s'échapper. La seule personne à qui elle voulait parler était Marc, et il ne répondait pas au téléphone. Le monde fragile qu'elle avait commencé à construire avec lui avait été brisé, détruit par la force de son autre vie. Elle avait voulu échapper à la cage de sa richesse et de son statut, mais elle n'avait réussi qu'à l'entraîner avec elle. Elle regardait par la fenêtre un journaliste essayer d'interviewer Madame Gable, leur voisine âgée, qu'il avait prise en embuscade alors qu'elle essayait de sortir ses poubelles de recyclage. Elle voyait la peur et la confusion sur le visage de la vieille femme et ressentait une vague de dégoût de soi si intense qu'elle en avait la nausée. Elle était venue dans cette ville en quête de paix et n'avait apporté que le chaos. Elle voulait être un rayon de soleil dans sa vie, comme Élise l'avait dit. Au lieu de ça, elle était devenue une tempête et elle détruisait tout sur son passage. Après une semaine de siège incessant, l'attention des médias commença à se relâcher légèrement. Les camions satellites se sont espacés, ne laissant que quelques journalistes tenaces qui rôdaient comme des vautours. C'était assez pour que Marc ait l'impression de pouvoir respirer à nouveau, même si l'air était encore épais de la fumée de ce qui s'était passé. Il devait faire sortir Élise de la ville, loin des regards indiscrets et des murmures. Il prépara un petit sac pour chacun d'eux, chargea son camion avec ses outils les plus indispensables et dans l'obscurité qui précédait l'aube, ils partirent. Ils ne savaient pas où ils allaient, ils savaient juste qu'ils ne pouvaient pas rester. Il laissa un mot à son propriétaire et un message vocal à ses quelques clients restants.
Il prenait un peu de temps pour lui, disait-il. Il ne précisa pas pour combien de temps. Les premiers jours sur la route furent un tourbillon de motels bon marché et de restaurants graisseux. Il acceptait de petits travaux de réparation au noir partout où il en trouvait. Un toit qui fuyait dans une petite ville agricole, une clôture cassée dans un ranch isolé. Cela suffisait pour leur permettre de continuer à avancer. Élise commença lentement à redevenir elle-même. La peur dans ses yeux fit place à la curiosité d'un nouveau paysage. Elle ramassait des cailloux, dessinait des montagnes et parlait des différentes races de vaches qu'elle voyait. Mais la nuit, dans le silence des chambres de motel, elle demandait « Tu crois que Camille va bien ?» Marc ne savait jamais quoi répondre. Il était en proie à des émotions contradictoires. Il était en colère contre Camille pour son mensonge, pour le chaos qu'elle avait semé dans leur vie. Mais sous cette colère se cachait un profond sentiment de perte. Elle lui manquait. Son sourire discret, son humour pince sans rire, sa gentillesse inattendue lui manquaient. Il lui manquait la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait en lui quelque chose qu'il avait oublié. Il lui manquait le sentiment de ne pas être complètement seul au monde. Il se disait qu'il avait fait le bon choix, il avait protégé sa fille, il les avait sortis d'une situation intenable. Mais alors qu'il roulait sur une autoroute sans fin, le vaste paysage désert semblait refléter le vide nouveau qu'il habitait. Il avait retrouvé sa liberté, mais il avait perdu la seule chose qui avait commencé à lui donner le sentiment d'être libre. Un soir, garé sur un belvédère désert, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de touches oranges et roses, il a finalement admis la vérité à lui-même. Il n'avait pas été qu'un projet pour elle, et elle n'avait pas été qu'une distraction pour lui. C'était réel, et il s'était enfui. Cette prise de conscience n'a rien arrangé, mais c'était un début. C'était le premier pas honnête sur un long chemin du retour, non pas vers elle, mais vers lui-même. Camille, quant à elle, était enfin sortie de son exil volontaire. Elle avait repris l'avion pour la ville, au cœur de son empire, et était entrée dans une salle de réunion où régnait une tension et une panique à peine dissimulées. Son conseil d'administration, composé d'hommes sévères en costume gris qui la connaissaient depuis son enfance, l'attendait. Ils avaient préparé des stratégies, des communiqués de presse et des plans de gestion de crise. Ils voulaient qu'elle fasse une déclaration pour rejeter cette histoire comme une brève retraite personnelle afin de se distancier du bricoleur de la petite ville. Ils voulaient qu'elle redevienne PDG. Elle les écouta tous, le visage impassible. Elle les laissa parler des cours de la bourse, de l'opinion publique et de l'intégrité de la marque. Quand ils eurent enfin terminé, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous les regards étaient braqués sur elle. « Vous êtes tous virés », dit-elle d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité qu'ils n'avaient pas entendue depuis des années. La pièce a éclaté en un chœur de protestation et d'indignation choquée. Elle a levé la main et ils se sont tus à nouveau. Cette entreprise, Ashworth Culinary, a été fondée par mon grand-père sur un principe simple. Une bonne cuisine préparée avec honnêteté et soin peut rapprocher les gens. Nous nous sommes tellement éloignés de ce principe que je ne reconnais même plus cette entreprise. Nous sommes devenus une machine qui privilégie le profit aux personnes, l'image à l'intégrité. Elle regarda autour de la table, le regard perçant et inébranlable. Je dissous le conseil d'administration actuel. Je restructure cette entreprise de fond en comble. Nous allons créer une nouvelle fondation dédiée au soutien des petites entreprises alimentaires indépendantes. Nous investirons dans les communautés, pas seulement dans les marchés. Nous deviendrons une entreprise dont mon grand-père serait à nouveau fier. C'est un suicide pour l'entreprise, s'est exclamé l'un des membres du conseil d'administration. Non, a répondu Camille, un petit sourire confiant se dessinant sur ses lèvres pour la première fois. C'est une résurrection. Elle sortit de la salle de réunion, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Elle ne savait pas si Marc lui pardonnerait un jour. Elle ne savait pas si elle reverrait un jour Marc ou Élise. Mais elle était sûre d'une chose. Elle en avait marre de se cacher. Elle en avait marre d'être la personne que tout le monde attendait qu'elle soit. Elle allait enfin devenir la femme qu'elle était censée être, la femme que Marc et Élise avaient toujours vue en elle. La première action de la nouvelle fondation Ashworth fut de retrouver un homme à tout faire, et sa fille, qui avait été vue pour la dernière fois dans une petite ville rurale du Colorado. Ce ne fut pas difficile. Un homme qui payait tout en espèces et laissait derrière lui des clôtures parfaitement réparées n'était pas aussi invisible qu'il le pensait. Marc et Élise avaient trouvé un logement temporaire dans une petite ville poussiéreuse, nichée au pied des montagnes rocheuses. Il avait trouvé un travail stable chez un entrepreneur local et il louait une petite cabane à la périphérie de la ville. C'était calme, paisible, sûr, mais ce n'était pas chez eux. La lettre est arrivée un mardi. C'était une enveloppe épaisse de couleur crème sans expéditeur, simplement adressée à Marc. Il a tout de suite reconnu l'écriture élégante et cursive. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait deux choses. Le premier était une coupure de journal soigneusement pliée.
C'était l'article sur la restructuration d'Ashworth Culinary avec le titre « Le PDG licencie le conseil d'administration et promet une nouvelle ère de conscience d'entreprise ». Le second était une lettre manuscrite, Mark. Elle commençait ainsi. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Le chaos que j'ai semé dans ta vie est inexcusable. J'ai passé tellement de temps à fuir qui j'étais que j'ai blessé les seules personnes qui me faisaient me sentir moi-même. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée, mais je peux essayer de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. J'ai changé. J'essaie de faire de mon entreprise quelque chose que tu pourras respecter, quelque chose dont mon grand-père serait fier. La nouvelle fondation Ashworth se consacre à aider des gens comme toi, des gens qui ont des compétences et du cœur, et qui ont juste besoin d'une chance. Ce n'est pas de la charité, Mark, c'est un investissement. Je t'ai jointe une candidature pour notre premier grand projet, un programme visant à construire et à réparer des centres communautaires dans des villes défavorisées à travers le pays. On n'a pas besoin d'un PDG pour le diriger, on a besoin d'un contremaître, quelqu'un qui a les mains honnêtes et le cœur sur la main, quelqu'un qui sait réparer ce qui est cassé. Je ne te demande pas de revenir vers moi, je te demande d'envisager un emploi. Le premier projet se trouve dans une petite ville appelée Ruisseau d'Harmonie. Je t'y attendrai, pas en tant que PDG, mais en tant que boulangère qui te doit toujours ce que tu lui as appris. Amitié, Camille. Mark lut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Ce n'était pas une supplication, c'était une proposition. Ce n'était pas des excuses, c'était un projet. Elle ne lui demandait pas d'entrer dans son monde, elle l'invitait à l'aider à en construire un nouveau. Élise entra dans la pièce, l'air interrogateur. « C'est de Camille ?» Il regarda sa fille, l'expression ouverte et pleine d'espoir sur son visage. Il regarda la lettre dans sa main. Il regarda par la fenêtre les montagnes immenses et infinies. Il avait couru aussi loin qu'il le pouvait. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait l'attrait de son foyer. « Oui, ma puce, dit-il, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'est vrai. Que dirais-tu d'un road trip ?» Le voyage de retour à Ruisseau d'Harmonie fut différent. La première fois, ils avaient fui, échappant à une tempête. Cette fois-ci, ils roulaient vers quelque chose, un avenir incertain, mais qui, pour la première fois, semblait plein de possibilités. Mark ressentait une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le poids de sa colère et de sa honte avait été levé, remplacé par une excitation nerveuse et palpitante. Il avait toujours sa fierté, mais ce n'était plus la fierté fragile et défensive qu'elle avait été. C'était une force plus calme et plus solide. On lui avait offert un boulot, pas une aumône. On lui avait offert un partenariat, pas de la pitié. Quand ils arrivèrent à Ruisseau d'Harmonie, la ville semblait différente. Les camionnettes de télévision et les journalistes étaient partis depuis longtemps. Le rythme calme et agréable de l'endroit était revenu, mais il y avait une nouvelle énergie, un brouhaha d'activité. L'ancienne salle communautaire abandonnée à la lisière de la ville, qui devait être démolie, était maintenant un chantier. Une grande pancarte imprimée de manière professionnelle était placée devant. Futur siège du centre communautaire Ruisseau d'Harmonie, un projet de la fondation Ashworth. Mark gara son camion et se dirigea vers le chantier, Élise le suivant avec enthousiasme. Il aperçut une équipe d'ouvriers en train de décharger du bois, le bruit des scies et des marteaux remplissant l'air, et au milieu de tout cela, coiffée d'un casque et chaussée d'une paire de bottes de travail poussiéreuses, se tenait Camille. Elle parlait à un entrepreneur, montrant du doigt une série de plans, l'air concentré et déterminé. Elle avait l'air différente. La tristesse dans ses yeux avait disparu, remplacée par une lueur ardente et passionnée. Elle n'était plus la solitaire Aéris ou la boulangère de la petite ville. C'était une femme qui avait trouvé sa raison d'être. Elle leva les yeux et le vit, et son visage s'illumina d'un sourire si radieux qu'il semblait éclipser le soleil. Elle marcha vers lui, comblant la distance qui les séparait sans hésiter. « Tu es venu, » dit-elle, la voix pleine d'un soulagement si profond qu'il en était presque palpable. « Tu m'as proposé un boulot, » dit-il, son sourire reflétant le sien. « Je suis un homme qui sait reconnaître une bonne offre quand il en voit une. » Ils restèrent là un moment, le bruit du chantier s'estompant en arrière-plan. Aucune excuse n'était nécessaire, aucune explication requise. Tout ce qui devait être dit était dans leurs yeux. Élise courut vers Camille et jeta ses bras autour de ses jambes. « Tu vas revenir dans notre boulangerie ?» demanda-t-elle. Camille s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Je pense que oui », répondit-elle en regardant Mark par-dessus la tête d'Élise. « On va construire une toute nouvelle famille. » Et tandis que Mark regardait les deux femmes, sa fille et celle qui avait bouleversé son monde avant de le remettre en ordre, il sut qu'il était enfin vraiment chez lui. Le passé faisait partie de leur histoire, mais il n'était plus tout. L'avenir était une page blanche, un plan à construire, et pour la première fois, il était prêt à prendre ses outils et à se mettre au travail. Le centre communautaire Ruisseau d'Harmonie s'éleva du sol avec une rapidité et une efficacité qui témoignaient à la fois des ressources de Camille et du talent de Mark. Il était un chef de chantier né,
Un leader calme et respecté qui a gagné la loyauté de son équipe, non pas en criant des ordres, mais en travaillant à leur côté, les mains aussi poussiéreuses que les leurs. Il connaissait les subtilités de chaque joint, la résistance de chaque poutre. Il construisait quelque chose qui était destiné à durer. Et ce travail a profondément marqué son âme. Camille était là tous les jours, pas comme une bienfaitrice lointaine, mais comme une vraie partenaire. Elle a troqué ses robes de créateur pour des jeans et des bottes de travail, ses réunions du conseil d'administration pour des inspections sur le chantier. Elle a appris à lire les plans, à commander les fournitures, à naviguer dans le monde complexe des permis et des lois sur le zonage. Elle était vive, intelligente et étonnamment rapide à apprendre. Elle et Marc ont trouvé un nouveau rythme, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un objectif commun. Leur journée était remplie de la camaraderie simple des gens qui travaillent pour un but commun. Leurs soirées étaient calmes, passées dans le petit appartement de Marc qui ne semblait plus si petit. Ils préparaient le dîner ensemble, les talents culinaires de Camille s'améliorant lentement mais sûrement sous la tutelle patiente de Marc. Ils aidaient Élise à faire ses devoirs, lui lisaient des histoires et l'abordaient dans son lit. Ils construisaient leur vie jour après jour, simplement. La ville les observait, non plus avec la curiosité morbide d'autrefois, mais avec un respect tranquille et approbateur. Elle voyait l'affection sincère entre le milliardaire et le homme à tout faire. Ils voyaient la façon dont ils se regardaient, leur rire facile, leur regard complice. Ils voyaient l'amour qui avait pris racine dans les circonstances les plus improbables. Un après-midi d'automne, alors que le centre communautaire était presque terminé, Marc et Camille se tenaient sur le balcon inachevé du 2e étage, contemplant la ville. Les feuilles changeaient de couleur, peignant les collines de nuances rouges et dorées. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit Camille en s'appuyant contre la balustrade. « Oui, » répondit Marc, mais il ne regardait pas le paysage. Il la regardait elle. « Camille », commença-t-il d'une voix soudainement sérieuse. Elle se tourna vers lui, un regard interrogateur dans les yeux. Il lui prit la main, sa paume rugueuse enveloppant sa main lisse. « J'ai passé ces dernières années à essayer de survivre. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de revivre vraiment. Tu m'as donné cette chance. Toi et Élise, vous êtes mon foyer. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Marc » murmura-t-elle, la voix bâillonnée par l'émotion. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet simple. Ce n'était pas une bague en diamant dans un écrin de velours. C'était une simple rondelle en bois parfaitement travaillée, poncée et polie, jusqu'à obtenir un éclat doux, avec un petit cœur sculpté à la main au centre. « Je ne suis pas un homme de grands mots ou de choses coûteuses, dit-il, la voix légèrement tremblante. Mais je suis un homme qui sait construire des choses qui durent, et je veux construire une vie avec toi. Veux-tu t'unir à moi ?» Elle n'hésita pas. « Oui, » répondit-elle en pleurant et en riant à la fois. « Oui, 1000 fois oui. Oui. » Il glissa la bague en bois à son doigt, et elle lui allait parfaitement. C'était une promesse, non pas de richesse ou de luxe, mais de quelque chose de bien plus précieux, un avenir construit à la main, avec amour et honnêteté, une pièce solide et magnifique à la fois. Que ferais-tu si quelqu'un essayait de changer ta vie en secret? Partage ton avis avec nous dans les commentaires. Si tu as écouté jusqu'ici, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne Spirituelles Histoires. Reste avec amour.